Et nous avons avec nous sur le plateau Nadia Pellefig, vice-présidente à la région Occitanie et depuis peu candidate à la mairie de Toulouse. Bonjour. Bonjour. Alors, là on est en 2025, la municipale, c'est les municipales en 2026, je rappelle les dates pour ceux qui oublieraient d'aller voter. Se lancer seul et pas seul à la fois, c'est-à-dire hors parti, c'est ce que j'ai compris, mais en même temps pas vraiment seul. Seul et pas seul à la fois, carrément pas seul, parce qu'il y a quand même plus de gens hors parti que de gens qui ont une carte membre de leur parti politique, mais de manière indépendante. Oui, parce que je fais ce choix qui est le choix d'une femme aujourd'hui qui n'est plus membre d'un parti politique. J'ai quitté le Parti socialiste au moment des accords avec la NUPES, étant en désaccord avec les orientations notamment qui étaient de s'unir à la France insoumise. Je dois dire que singulièrement depuis le 7 octobre et différentes expressions politiques de la France insoumise, je ne regrette absolument pas ce choix. La politique, on fait parce qu'on veut défendre des valeurs, des projets, des politiques publiques. Et je pense qu'il faut être transparent, cohérent. C'est ce que je m'emploie à faire. Ah, moi, je croyais que c'était juste pour faire carrière, que les gens faisaient de la politique. Eh ben non. Eh ben non. Pas tous. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait changer à Toulouse ? Quel serait le premier plan de Nadia Pellefig pour changer un petit peu notre ville heureuse ? Pardon. Il y a une nécessité de changer, mais pas que. Il y a aussi une nécessité de préserver et de protéger. Je sais que pour faire innovant, on dit toujours qu'il faut beaucoup de changements. À la réalité, à Toulouse, on voit bien qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont en difficulté et qui ont besoin de plus de solidarité de leur ville, plus de soutien de leur ville, que ce soit dans les prestations des services publics, je pense singulièrement à la petite enfance, pour des places en crèche, pour avoir des écoles en bon état. Mais il y a aussi toute une partie de la population qui réussit bien et pour lesquels je crois qu'il faut donner envie de continuer à développer ces talents dans la ville rose. Il ne s'agit pas donc de s'adresser qu'à ceux qui seraient en difficulté ou qu'à ceux qui réussissent bien. Il s'agit, dans une période où je trouve que notre société est extrêmement fragmentée et divisée, d'essayer de rassembler les Toulousains sans exclure les uns et les autres. Et au-delà de changer, je pense qu'il faut qu'on renoue, y compris dans ce niveau de proximité qui est une ville, avec les notions de respect. Respect, quel que soit l'endroit où on vit, c'est-à-dire qu'on se sente respecté bien sûr au centre-ville, où il y a plus d'insécurité, d'incivilité, parce que ça concentre davantage de richesses, mais également se sentir respecté dans les faubourgs de Toulouse, où il y a moins de services et de services publics, et on a parfois l'impression d'être plus abandonné des pouvoirs publics. Vous savez, ces termes sont simples, le respect, la confiance, le dialogue, mais singulièrement, je considère que c'est ce qui manque à notre société. Alors bien sûr, après, ça peut se décliner dans différents spectres des politiques publiques, sur la question des transports, des mobilités, et pour tout cela, il y a un travail qui est réalisé par des équipes qui, à la réalité, n'ont pas cessé de travailler depuis 4 ans après la pause des dernières municipales et qui ont réactualisé un programme que nous avions élaboré avec de très nombreux citoyens et citoyennes engagés pour Toulouse, mais pas forcément dans un parti politique. Alors justement, un Toulousain ou une Toulousaine, c'est quoi ? Ça se limite, comme à ce qui paraît, à quelqu'un qui dit chocolatine, putain con, et qui rit aux blagues potages des Chevaliers du Fiel, ou c'est autre chose, un Toulousain ou Alors une d'abord, Toulousaine ? c'est d'abord effectivement quelqu'un qui dit chocolatine, non, parce qu'il faut quand même avoir des fondamentaux dans cette ville. Très sérieusement, les Toulousains, ce sont plein de gens. Déjà, il y a beaucoup de néo-Toulousains, de gens qui rejoignent notre ville chaque année, qui est une ville très attractive et qui sont pas forcément natifs de Toulouse avec une famille toulousaine. Ceux-là aussi, on doit être en capacité de les accueillir. Mais je vais être en capacité de les accueillir sans dégrader la vie et la qualité de vie de celles et ceux qui sont nés à Toulouse, qui vivent Toulouse depuis des générations et qui voient parfois avec inquiétude l'identité de leur quartier, leur ville changer.
c'est un Toulousain. Je voudrais que demain, ça soit quelqu'un qui puisse avoir aussi la fierté de sa ville et qui soit positionné au rang que doit être Toulouse. Moi, je suis ravie de parler de Toulouse avec vous. Ce que je regrette, c'est que dans beaucoup de médias nationaux, on parle jamais de Toulouse. Que ce qui va être demain la 3e ville et métropole de France soit très souvent absente de l'actualité nationale et internationale, alors qu'on est au carrefour. Stade toulousain. Mais moi, vous savez, je suis une fervente défenseur du stade toulousain, y compris dans des moments où le stade Ernest Vallon n'affichait pas guichet complet. Parce que c'est ça, supporter une équipe, hein, y compris quand c'est difficile. Mais je considère qu'on ne peut pas se satisfaire de la chance qu'on a d'avoir le siège mondial Airbus, une équipe qui est championne d'Europe depuis plusieurs années et qui est la plus titrée en France. Toulouse, ça doit aussi être demain la ville qui est très bien positionnée pour l'adaptation au dérèglement climatique, qui est très bien positionnée sur le plan technologique, sur la maîtrise de l'intelligence artificielle, mais pas parce que c'est développé par quelques entreprises au service d'une élite culturelle ou intellectuelle qui saurait l'utiliser, mais parce qu'elle est en capacité d'améliorer la majorité de la vie des gens. Et je crois que c'est la différence qu'il faut faire entre un engouement pour la tech et l'innovation et une politique publique qui doit être portée au plus haut niveau en matière de progrès. C'est ça l'innovation pour tous, et c'est à ça que je veux employer Toulouse. On a de la chance d'avoir des talents. Aujourd'hui, il faut structurer, savoir projeter un peu plus fortement Toulouse dans l'avenir et à l'échelon qui est celui d'une grande métropole européenne. Justement, vu la place de Toulouse, vous parlez de préserver le savoir-faire, l'identité toulousaine et tout. On a vu pendant le Covid que plein de gens s'étaient aperçus que c'était bien de venir vers des villes de province, comme diraient les gens. Je rappelle que province, ça veut dire territoire vaincu. Voilà. On nous parle beaucoup du TGV qui rendrait Paris à la porte de Toulouse. Est-ce que justement ça c'est pas un danger de voir des gens venir s'installer parce que le cadre de vie est plus sympa et que entre se taper 2 heures sur un périph' ou 2 heures de TGV, on vit mieux à Toulouse. Est-ce que Toulouse elle y risque pas un peu quelque part la perte de ce qu'elle est? Mais c'est justement le bon équilibre qu'il faut trouver entre la préservation de l'identité qui fait Toulouse et le fait que les Toulousains ne soient pas assignés à résidence et que nous soyons aussi attractifs pour des entreprises et donc des emplois qui doivent se créer à Toulouse. Si on accueille une nouvelle population, il faut aussi être en capacité de créer de l'activité économique. Et j'adore votre optimisme, mais la réalité, c'est que même la LGV, que j'appelle de mes voeux, ne mettra pas Toulouse à 2 heures de Paris. Vous savez comme moi que ce sera un peu plus, et à plus de 3 heures en réalité. Je sais pas, moi, ma capitale, c'est Barcelone. Mais, Marseille-Paris, pour être Marseillais de naissance, Marseille-Paris, c'est 3 heures, en effet. Bon, après, Marseille aussi, c'est comme Toulouse, c'est des villes très fortes au niveau caractère. Donc, j'ai cette pensée aussi, c'est moi pareil, le TGV, je suis un peu, parce que je connais Marseille, et en même temps, je regarde beaucoup Marseille via les réseaux sociaux, et je trouve qu'elle n'a pas trop perdu, c'est juste sur l'immobilier que ça m'inquiète, c'est que ça pourrait augmenter, parce que forcément, des gens qui travaillent sur Paris pourraient, avec le télétravail, surtout rester 4 jours à Toulouse, 1 jour à Paris, etc., enfin varier, voilà. Mais Alexandre, c'est un secteur que vous connaissez bien, et j'ai cru comprendre que c'était d'ailleurs une rubrique à part entière que vous avez traité tout à l'heure avec l'immobilier. À la réalité, la pression sur les loyers, la difficulté du logement pour un certain nombre de Toulousains, elle existe déjà, on est bien d'accord, alors que la LGV, elle n'est pas en place. Et donc, les politiques en matière de loyer et d'habitation, de manière plus globale, c'est-à-dire la capacité à permettre à tout le monde de se loger dans des conditions qui soient proportionnées à ses moyens et dans des qualités de vie acceptables, est un sujet qui se pose dès aujourd'hui. Il y a des instruments de politique publique, comme l'encadrement des loyers. Il y a peut-être aussi, et je pense à nos étudiants, dont on dit que c'est une richesse pour Toulouse, mais qui sont contraints de se loger souvent dans un parc privé qui est dégradé, parce qu'il n'y a pas assez de ressources en cité universitaire, par exemple, et pour lequel moi je souhaiterais qu'on puisse mettre en place un label qui permette à des propriétaires privés de louer leurs biens à des étudiants, mais tout en assurant aux familles et aux étudiants que ce qui leur est loué correspond quand même à des critères de salubrité, de dignité. Et je pense qu'il y a des choses à mettre en place et que nous devons le mettre en place, LGV ou pas. Mais la LGV, pour moi, c'est la capacité aussi
pour Toulouse de se projeter dans des mobilités qui soient plus importantes, qui ne soient pas un frein au développement des activités ou l'obligation pour certains de prendre l'avion dans des considérations qui ne sont pas acceptables au regard des évolutions de l'environnement. Je suis pour que l'avion demeure, je suis pour qu'on continue à voyager, à découvrir le monde, mais je suis aussi pour qu'il y ait des solutions décarbonées. Le train en fait partie pour des mobilités de moyenne distance et c'est le cas avec Paris qui, pour autant, aujourd'hui est encore trop loin pour nous rendre compétitifs. C'est vrai, c'est vrai que l'avion est pratique tellement Paris est loin. C'est si on bosse à Paris et qu'on a un conseil municipal à Pau, par exemple, on est obligé de prendre l'avion. Voilà. Non, mais c'est vrai que j'avais pas mis dans mes calculs l'avion. C'est vrai que quand on voit le prix du train et le prix de l'avion, selon si on se débrouille bien avec l'entreprise, ça peut être même moins cher de prendre l'avion que de prendre le train. C'est de moins en moins vrai, ça va être de moins en moins, vous le savez, avec les taxes qui se préparent. C'est possible. Voilà. Ça aussi, ça pourrait être un problème pour l'aviation à Toulouse. Il y a Airbus. Alors, il faut être honnête, hein. Airbus n'est pas contre le train. Airbus a un carnet de commandes dont on sait tous qu'il est de 10 à 15 ans. La concurrence n'est pas de celle du train. La question, c'est quels sont les usages qu'on veut valoriser. Moi, je pense que sur des distances courtes, il faut valoriser d'autres solutions, y compris parce que les temps de contrôle qui sont légitimes dans les aéroports augmentent singulièrement les temps de transport. Et donc, quand il n'y a pas de gain de temps, autant qu'il y a un gain pour la planète, et y compris pour le portefeuille de ceux qui voyagent. On est à Toulouse. Toulouse, moi, je suis arrivé il y a 17 ans. Il y a 17 ans, je trouve que, et tu m'en parles souvent, Cédric, on reçoit beaucoup d'invités, des artistes il y a 30 ans. du milieu culturel qui disent Toulouse, c'est dommage, la culture disparaît un peu dans le sens où il y a des petits cabarets, des petits théâtres qui ferment pour laisser place, des fois, des restaurants, des choses comme ça. Il n'y a plus de petites salles de concert. Voilà, les petites salles diminuent énormément. Beaucoup d'artistes passent par le Studio Myson, qui est ici, en dessous de la Regbox. Et c'est des retours qu'on a souvent. Est-ce que ça pourrait évoluer aussi Est-ce que ça fait partie des plans un petit peu culturels? Moi, je considère que sur la culture, alors Toulouse, il faut être clair, hein, Toulouse a quand même beaucoup de chance. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de talent. Vous parliez de certains humoristes, mais enfin, on a beaucoup de chanteurs. On a aussi des créateurs dans le textile. On a des talents qui s'expriment sur beaucoup de plans. La question, c'est en tant que politique publique, qu'est-ce qu'on devrait impulser pour favoriser soit le fait que ces talents restent dans notre région, en tout cas s'en revendiquent, et puis pour booster la créativité et la diffusion des produits culturels. Les petites salles, c'est un sujet, mais il faut saluer celles qui émergent. Il y a bientôt dans l'agglomération toulousaine, la métropole, une salle qui va naître à Balma, Interférence, et c'est une belle création. Récemment, nous avons inauguré la cabane à la cartoucherie. Donc, je partage un certain nombre d'inquiétudes. Elle est plus dédiée à la scène électro, mais également à des stand-up d'humoristes. Mais je veux quand même qu'on dise à celles et ceux qui nous écoutent qu'on n'est pas dans un truc glauque, un espèce d'éteignoir. Il y a quand même des émergences qui soient privées ou publiques, qui existent et qui répondent, je pense, aux attentes actuelles des populations sur des salles qui soient modulables. Après, je trouve que c'est pas assez soutenu. Cédric, vous ne semblez pas d'accord? Alors, il y a une question de jauge, on va dire, sur les petits groupes. Il y a une autre question, c'est que Toulouse, vous citez des artistes émergents. Il y a des artistes qui ont émergé sur Toulouse et peu de gens savent qu'ils sont passés par Toulouse pour émerger. Je pense notamment à Paul Persson, je pense notamment à Juliette Noureddine, à des gens comme ça, qui ont commencé en chantant dans la rue à Toulouse. Maintenant, ça, c'est le genre de choses qui est plus faisable. Des petits lieux, moi je disais, il y a 30 ans que je suis arrivé, je pensais pour des copains qui s'appelaient La Rouquine du Premier, qui a écrit un morceau qui s'appelait Boum Boum, où ils font le tour des bars et des salles de concert. Quand je regarde dans tous ceux qui citent, reste le bijou, le bikini. Tout le reste est en train de fermer. Et il y a aussi une privatisation de la culture. Moi, il y a un truc qui me scandalise un peu, je l'avoue, c'est par exemple sur le 14 juillet, ça fait des années que c'est refilé au Energy Music Awards. Hors du fait que c'est pas ma cam niveau musique, le 14 juillet, pour moi, c'est un truc festif et populaire et familial. Même si on y mettait, vous aurez compris à mon look, moi je suis plutôt hard rock metal, même si on me disait on met un CDC, je dirais non, c'est pas le lieu, j'ai l'impression qu'on se fait déposséder. Quelque part, c'est de plus en plus difficile pour les structures qui organisent aussi et tout. J'ai l'impression que tout ça, ça part vers de la privatisation, pas saine, on va dire, comme privatisation. Non, mais ce que je rejoins, c'est qu'on a aujourd'hui un mouvement de privatisation globale, y compris, on le voit sur les festivals, beaucoup de festivals, y compris
emblématiques de la région sont la proie de majors qui veulent racheter. Et on pourrait me dire, mais alors quel est le problème, vu qu'il y a moins d'argent public? Le problème, c'est que ça diminue la diversité. Et ce en quoi je vous rejoins parfaitement, c'est que on doit défendre une diversité culturelle qui n'est pas que celle de la scène musicale, du reste. Ah oui, parce que, par exemple, dans le cinéma d'animation, on a la chance d'avoir un très beau studio qui s'appelle TAT Productions. Pour celles et ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas TAT, ils connaissent sûrement les As de la Jungle. Et les As de la Jungle, ils ont été créés à Toulouse, c'est une fierté. Et TAT a fait le choix de maintenir ses studios à Toulouse. Ils ont été aidés par les pouvoirs publics, et ce qui permet de garder des studios prestigieux qui offrent par ailleurs de l'emploi à beaucoup de gens qui œuvrent dans ce secteur. On voit qu'il y a des ouvertures de formation, par exemple dans le secteur du manga, qui se font en région et à Toulouse singulièrement. Et moi, c'est ça que je souhaite accompagner, c'est-à-dire assurer cette diversité culturelle, assurer cette diffusion culturelle, mais assurer aussi un accès à la culture pour des femmes et des hommes qui considèrent que ce n'est pas pour eux. Je vous donne un exemple. J'étais, comme beaucoup de Toulousains, à l'exposition le musée imaginaire de Oli, qui se tient actuellement aux abattoirs. Eh bien, il y a des jeunes et des moins jeunes qui ont été pour la première fois au musée des abattoirs parce que ça les a décomplexés de voir ce type d'exposition. Je pense qu'il faut qu'on travaille à faire venir à la culture des femmes et des hommes qui considèrent que elles ne s'adressent pas tout à fait à eux. Et c'est là qu'est la place de la politique publique. La place de la politique publique, c'est à s'adresser au plus grand spectre de population, leur dire que ça peut être aussi pour vous, du coup avoir des ajustements tarifaires. C'est concernant la créativité, s'adresser aux artistes, qu'ils soient musiciens, plasticiens ou autres, et leur dire voilà, sur la créativité, c'est vous, mais sur l'aide à la création, on peut mettre en place des infrastructures qui vous permettent de trouver des lieux où créer, ou tester, ou expérimenter. Et on peut, grâce à notre réseau de villes, de diffuseurs, assurer que vous puissiez présenter vos productions. Avoir un effet tremplin. Certains font des scènes tremplins et elles sont souvent privées, je les en remercie, mais il faut absolument que les pouvoirs publics se mobilisent, ou alors nous perdrons là encore de la biodiversité, puisque on aura une culture qui va se rétrécir et qui sera très normée. Moi, j'ai rien contre les Energy Music Awards. Ce que je ne voudrais pas, c'est qu'il n'y ait plus que ça qui soit proposé, parce que ça serait les seules solutions rentables. Autrement, moi, je suis très favorable à ce que on puisse retrouver dans la rue le 14 juillet en famille les airs qu'on entend à la radio quand on va en famille amener les gamins ou qu'on va au boulot. Parce que c'est ça aussi une manière de lier les gens et les générations. Je suis pas toujours certaine que l'objectif soit atteint quand je vois celles et ceux qui fréquentent le 14 juillet et qui sont devant le concert des Energy Music Awards. On parle de préserver des choses à Toulouse. Alors, on n'en est pas au niveau de chez toi, là. On n'en est pas au niveau de Marseille, mais Toulouse, là, on a vu récemment pas mal de dégradations. On a un grand immeuble à l'entrée de la rue Bayard qui a brûlé il y a quelques années, qui a failli cramer toute la rue Bayard. On a eu un effondrement il y a pas longtemps, rue Saint-Rome. Oui. Toulouse est délabrée quand même. Il y a, comme dans beaucoup de villes, du bâti ancien. Et il y a insuffisamment de capacité de contrôle et donc de sécurisation. Il y a un effort à faire dans l'information et le contrôle des propriétaires négligents. Et ils le sont négligents quand ils ne sont pas habitants, souvent. Donc il y a un vrai équilibre, là encore, à trouver entre les propriétaires et ce qui est mis à la location. Ce qui est mis à la location, c'est pas grave. Ce qui est mis à la location un peu spéculative, où il y a des propriétaires qui ne viennent jamais voir leur bien. Et parfois, ils l'ont acheté sans même le visiter et qui n'ont aucun contrôle. Ça, oui, c'est à réguler. Après, sur l'habitat ancien, on va pas se mentir, dans toutes les villes qui existent depuis longtemps, et c'est le cas de notre belle ville de Toulouse, des hôtels pasteliers, ils ont plutôt été entretenus. Mais il y avait pas que les pasteliers, les maîtres pasteliers à Toulouse, et donc il y avait des habitats moins solides. Et aujourd'hui, il faut les renouveler. Quand on parle du renouvellement urbain, c'est de cela dont il s'agit. Ça veut dire qu'il faut contrôler et aussi mettre les moyens pour reconstruire la ville sur la ville. Et tant qu'on ne traitera pas ce sujet, il y aura des difficultés, voire des drames. On a eu la chance à Toulouse de ne pas être confronté aux mêmes situations qu'à Marseille, parce qu'il y a eu quand même de la prévention et des périmètres dessinés. Mais je crois que quand même, parfois, on a eu beaucoup de chance. Oui, c'est clair. C'est peu de le dire. C'est vrai, on en avait parlé dans Faut se le dire sur Radio Occitanie. Et c'est vrai que c'était assez. On avait reçu Claire Nison justement pour
pour en parler. Point de vue écologie, maintenant, parce que l'écologie, c'est à la mode. Tu dis ça parce on qu'elle a en mis parle une beaucoup. veste verte, Parce c'est qu'il y a ça une veste verte. On voit beaucoup de pistes cyclables émerger, on en a parlé ici. C'est heureux. Il y en a énormément. Beaucoup parlent de peut-être manque d'arbres. Alors, je sais qu'on plante des arbres, mais Oui. pas forcément en ville. Voilà, qu'est-ce que vous feriez de plus, de mieux, peut-être, pour l'écologie à Toulouse, sachant que c'est pas que des pistes cyclables et des arbres verts. On est bien d'accord, ce n'est pas que cela. Et d'ailleurs, Toulouse s'illustre en matière de recherche et de force de recherche et scientifique dans le domaine de l'environnement. Parce qu'on est très bon sur le spatial, du coup on est très bon sur l'observation de la Terre, et donc on maîtrise, on détient des données accompagnées de celles de Météo France, qui a son siège à Toulouse, que d'autres n'ont pas, et que nous valorisons insuffisamment. Beaucoup de Toulousains ignorent même que le siège de Météo France est à Toulouse. Et c'est tout cela dont je voudrais qu'on parle plus. Je voudrais qu'on soit, à défaut d'être le centre du monde, un peu plus un phare national. Pour répondre à votre question, il y a davantage de pistes cyclables et c'est tant mieux. En 2020, j'avais porté le fait que c'était insupportable d'être à ce point en retard sur les pistes cyclables et que si on voulait que les gens utilisent davantage le vélo pour les trajets de moins de 3 km, qui sont la majorité des trajets qui sont effectués dans nos métropoles, il fallait le permettre de leur faire en sécurité, et notamment pour les familles avec enfants, pour aller à l'école. Si vous n'avez pas des pistes cyclables sécurisées, c'est-à-dire dédiées, ils ne prendront pas le vélo, et par ailleurs, ils auront raison, parce qu'ils mettent autrement en danger eux-mêmes et parfois d'autres personnes, voire les enfants. Les pistes cyclables, il faut continuer. Il y a un sujet par contre qu'il faut aborder très clairement, ce sont aussi les incivilités et les conflits d'usage, parce que c'est pas parce qu'on est à vélo que on est précautionneux d'autrui alors qu'on est précautionneux de la planète. Il y a de plus en plus de conflits, d'incivilités également des cyclistes, et donc il faut, je pense, que la puissance publique mette un petit peu son nez, travaille avec les associations pour faire en sorte que ce genre de choses ne puisse pas opposer davantage nos populations entre ceux qui prendraient la voiture, ceux qui prendraient le vélo et les piétons. Allez, rue Alsace-Lorraine, un samedi. Si vous avez des enfants et que vous ne les aimez pas, lâchez-leur la main. Autrement, soyez très très prudents parce que c'est difficile et je crois qu'il faut parler ces choses-là. Après, l'écologie, c'est aussi donner les moyens au métier du bâtiment et de la construction. On parlait de l'aéronautique. L'aéronautique est responsable de 3% des émissions de gaz à effet de serre. La construction, 25%. Est-ce qu'il faut arrêter de construire? Bien sûr que non. Est-ce qu'il faut donner des pratiques et utiliser des matériaux qui permettent parfois même des améliorations de captation carbone dans les nouveaux bétons qui sont utilisés? C'est une profession qui travaille sur la rénovation énergétique. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été bien faites et puis aussi un dévoiement avec la prime Rénov' où il y a des gens qui se sont improvisés artisans et qui ont fait des rénovations à bas prix en bombardant des mousses dans des combles qui n'avaient pas pour effet de faire économiser de l'énergie et qui n'étaient pas respectueuses de la qualité de nos artisans. Donc moi je pense qu'il y a un axe à développer très fortement sur l'accompagnement de la construction et du bâti en matière d'écologie, et ça une ville doit le faire parce que la compétence première de la ville c'est aussi d'être bâtisseur. Il faut absolument bâtir ce que j'avais appelé un bouclier végétal. Et oui, planter des arbres. Oui, parce qu'ils capturent le CO2 et que c'est absolument indispensable de continuer dans cette trajectoire-là. Mais il faut le faire en entraînant toutes les forces vives. Ça peut pas être simplement une mairie qui dit « Alors moi, je vais planter tant d'arbres » en ergotant avec les opposants dans un combat qui est stérile sur « Mais non, là, vous dites que vous en avez fait 10 alors que vous en avez déplanté 15, etc. » Ça ne sert à rien. Par contre, que la puissance publique montre l'élan, qu'elle trouve des partenariats avec les entreprises en leur disant « Bon, écoutez, là, nous, on a fait un accès pour l'entreprise sur les voies routières, etc. Mais on voudrait que dans le bâti sur votre terrain, vous engagiez à planter tant d'arbres. Là, vous avez tant de salariés, ça pourrait être bien d'accompagner des plantations. » Il faut faire des espèces de pactes où on prend conscience les uns les autres qu'on n'y arrivera pas tout seul, que l'idée, c'est pas de dire « Ben moi, je vais faire mieux que le voisin », mais que si on s'y met tous un peu, ça sera moins contraignant et moins dur pour chacun. Après, les vrais sujets, c'est aussi comment Toulouse influence les règlements européens, parce qu'elle a une expérience de grande ville, pour faire en sorte que dans l'accès de la voiture à la ville, on puisse en limiter les effets, qu'on puisse rendre de l'espace public. Moi, je suis toujours
dans la proposition de dire aux portes de Toulouse, il faut être à capacité d'avoir une offre de stationnement gratuite pour celles et ceux qui n'ont pas le choix que de prendre leur voiture pour venir sur la métropole toulousaine. Parce que c'est pas vrai qu'il y a des trains partout ou des bus partout. Il y en a beaucoup, la région s'y emploie, mais pas partout et pas forcément aux horaires qui sont commodes pour chacun. Et donc, au port de Toulouse, il faut permettre un stationnement et du relais de navettes qui font le lien avec la ville. Ces ports de Toulouse peuvent d'ailleurs être, d'un point de vue emblématique, l'affirmation de notre identité toulousaine. Il y a des artistes qui peuvent travailler dessus, on peut les végétaliser, on peut en faire des exercices et des gestes architecturaux majeurs qui manquent un petit peu à Toulouse dans leur modernité. Bref, ça peut parfaire l'identité de notre ville et opter pour des solutions qui sont radicalement innovantes, mais surtout utiles. Parce que vous savez, dire l'écologie, pour ceux qui sont déjà convaincus, c'est bien. Mais l'écologie sans améliorer la vie des gens, ça ne marche pas. Parce qu'il n'y a personne qui a envie de dégrader sa qualité de vie de manière massive. Et donc, comme on doit agir de manière massive et immédiate, il faut que ça soit conjugué avec amélioration de la vie. Permettre aux gens de trouver une solution, pas de les sanctionner, pas de leur dire votre voiture elle est pourrie, elle ira pas sur la ZFE, ou de leur ponctionner un pouvoir d'achat qui est déjà très affaibli, c'est leur offrir une solution de relais, et c'est possible. C'est une problématique qui se retrouve déjà à plusieurs niveaux. On incite les gens à prendre les transports en commun, mais voilà, quasiment tout Toulouse en stationnement est payant. Donc si on veut laisser sa voiture chez soi, si on n'a pas de garage ou un immeuble avec un parking, ça coûte le prix du pass pour en tant qu'habitant. Du peu que je me souvienne, le ticket mensuel TCO, il est à 58 €. Donc déjà, ça représente un budget pour pas prendre sa voiture. Et en plus, autre problématique qu'on a eu l'occasion d'aborder ici, notamment avec Jean-Michel Latte, depuis peu, chez Tisséo, pour éviter les voitures ventouses, la nuit, le parking est payant dans le métro. Si on ne justifie pas le fait qu'on va travailler, on paye ou on prend une amende. Ce que moi j'ai tendance à trouver bête, parce que le nombre de Toulousains, on a une ville étudiante, vous l'avez dit, qui viennent d'en dehors de Toulouse, qui prennent la voiture, qui se garent au métro, qui vont faire la fête, qui en sortant se disent oh là j'ai un peu abusé, tiens je vais dormir chez un copain et je reprends la voiture demain. Ils le font plus. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas prendre un manche. Donc on balance des gens en plus en état d'ébriété sur les. Donc il y aurait peut-être un truc à réfléchir au niveau de la voiture et de la gestion du parking sur Toulouse. Cédric, vous avez raison, mais vous parlez des étudiants et de la vie nocturne, c'est important, mais la réalité, c'est que la nuit, c'est aussi un temps de travail pour beaucoup de gens. Oui. Dans les hôpitaux, donc il y a l'aspect festif, mais dans les hôpitaux, il y a des femmes et des hommes qui travaillent toute la nuit. Dans les forces de sécurité de police, il y a des hommes et des femmes qui travaillent toute la nuit. Dans les conducteurs, y compris de transport public, pour certains, travaillent une partie de la nuit. Donc, il faut aussi offrir des solutions et des services à ces populations qui paient les mêmes impôts, mais qui ont des horaires décalés qui sont nombreux. Les personnes qui font des gardes dans les maisons pour nos seniors également travaillent la nuit. Donc, on leur doit un service. Sur le coût du métro toulousain, je pense qu'il faut avoir en tête plusieurs choses. D'abord parce que il y a une partie du coût qui est endossée par les entreprises. Pour beaucoup de salariés, les entreprises endossent 50% du coût des transports. Comme elles endossent une partie du coût des transports et qu'elles, par ailleurs, contribuent à ce qu'on appelle le versement mobilité, c'est-à-dire qu'elles paient une taxe, ces entreprises, pour assurer le déploiement d'un transport dans le territoire sur lequel elles ont leur siège ou elles font l'exercice. Simplement, ces entreprises, aujourd'hui, elles ne sont pas associées à la gouvernance de la stratégie de déploiement des transports. Moi, je considère que quand on contribue, on doit contribuer aussi à la décision. Et c'est qu'à la condition qu'on modifie ces gouvernances-là, qui dit versement mobilité, dit gouvernance sur les transports, associant les entreprises qui, pour la petite histoire, sont un tiers des contributeurs des investissements transports et des recettes. Et en contrepartie de ça, il faut revoir une grille tarifaire pour permettre à celles et ceux pour lesquels l'offre tarifaire serait un frein de pouvoir prendre le métro. Mais à la réalité, bien souvent, ce qu'on constate, c'est que ce n'est pas l'offre tarifaire qui est un frein. C'est l'offre tout court de solutions. C'est-à-dire que pour certaines personnes, il faudra le faire
si le ticket est trop cher, ils ne prendront pas le métro, mais pour beaucoup, c'est parce qu'ils n'ont pas d'offres accessibles de métro qu'ils ne le prennent pas. C'est là que moi je dis des solutions aux portes de Toulouse avec des relais de navettes qui vont aux stations de métro, c'est répondre aussi à un besoin et permettre un meilleur usage des transports en commun, mais ça se planifie, ça signifie porter une vision, une stratégie à long terme et je le regrette, mais en matière de transport, la stratégie aujourd'hui, elle est celle de la 3e ligne de métro. C'est très bien, c'est très coûteux. On sait que ça va être insuffisant lorsqu'elle sera créée. Et donc, il faut d'ores et déjà être en capacité de se projeter sur un schéma de transport qui soit complémentaire. Et je trouve que ce n'est pas assez fait aujourd'hui. Gouverner, c'est anticiper. On dépasse largement le temps, on aura encore des tas de sujets à aborder, je crois. Hein, mais bon, il y aura d'autres occasions de toute façon de reparler des municipales. Pourquoi pas en faisant des débats, des choses comme ça entre candidats au municipal pour la ville de Toulouse. La dernière question que Cédric avait trouvée, je te la laisse. Nadia Pellefig, Toulouse et vous? Toulouse et moi, c'est une longue histoire du coup désormais, puisque moi j'ai fait mon école dans le quartier du Mirail de Toulouse, que mes enfants y sont nés, j'en ai 2, que j'ai inscrit mon engagement politique à Toulouse, que j'ai fait mes études à Toulouse, qu'aujourd'hui j'ai l'honneur de présider Sciences Po Toulouse comme un juste retour à une école qui m'a formée. Mais c'est surtout une passion, un projet. Parce que j'aime cette ville, j'aime ses habitants. Je suis malheureuse des fois du sentiment que on n'avance pas assez vite ou que pour certaines personnes on avance trop vite et on leur demande toujours d'aller plus vite alors qu'ils se sentent déjà dépassés. Bref, je voudrais que Toulouse soit un modèle d'un endroit où le bien vivre, c'est important quand on est du Sud-Ouest. Ça soit pas qu'un mot réservé à celles et ceux qui ont les moyens de se payer une qualité de vie tranquille et à goûter nos beaux produits. Je voudrais que ça soit partagé par le plus grand nombre. Et donc pour moi, la question de l'égalité, elle est importante. L'égalité d'accès, l'égalité de santé, l'égalité d'éducation. Mais je voudrais aussi que ça soit une ville qui soit fière de ses talents et qu'en parle davantage. Soit c'est parce qu'on est trop modeste. Et que du coup on les met pas en avant, soit c'est parce qu'on manque d'humilité et qu'on pense que tout le monde est déjà au courant. Mais je crois que le rôle de la puissance publique, c'est de dire regardez, vous nous avez vu nos athlètes cet été, Toulouse, ce sont eux, ce sont elles, mais ce sont aussi des artisans qui gagnent le championnat du monde du cassoulet. C'est pas galvaudé et c'est pas mal d'affirmer ça. C'est bien aussi, ça fait partie de notre identité. C'est aussi une scène où il y a des artistes que vous connaissez comme Big Flo Oli, mais où aussi Juliette est née et s'est fait connaître. Bref, c'est cette multitude. Et moi, je suis la génération Zelda, effectivement, mais je crois qu'il faut réaffirmer cette fierté et je crois qu'il faut s'engager à quand on est le premier des citoyens toulousains, en l'occurrence maire de Toulouse, de pouvoir parler, raconter sa ville, exprimer les valeurs qu'elle représente, mais le faire bien au-delà des frontières toulousaines, parce que je pense que c'est cela aussi, assurer l'avenir de notre ville et être dans un réseau de grandes métropoles et être à la place qui nous revient. Et se rappeler que Paradje Conviventia, ça se prononce pas comme ça et pas Paradje Convivencia. Voilà, ça c'est mon cheval de bataille à moi. Merci Nadia Pellefig, vice-présidente à la région Occitanie, région qui s'en sort d'ailleurs très bien. C'est le plus objectif possible, mais c'est vrai, il faut le dire. Et candidate à la mairie de Toulouse, on se retrouvera pour parler encore de tout ça. Je l'espère. Parler d'Europe aussi, qui est au cœur de l'actualité en ce moment, plus que jamais. C'est en place. Je vais à Bruxelles demain, pour tout vous dire. Il va y avoir du travail, là. Il y a du travail. Il faut qu'on s'affirme désormais très fortement sur nos valeurs, notre identité et notre défense européenne, me semble-t-il. Et le soutien de nos voisins. Merci beaucoup, Nadia Pellefig, d'avoir été avec nous. Merci. On passe à la suite. On Toulouse et business.